Bienvenue à cette table ronde qui a pour thème la propagation du mal. Dans la science-fiction, c'est quelque chose qui est, on va dire, une idée très utilisée pour les œuvres de science-fiction d'une manière générale, qu'il s'agisse de virus exterminateurs, de zombies. Et puis, on a également la propagation des idées qui peut, on va dire, être une forme d'analogie de ça, les idées qui peuvent être virales. Donc, pour discuter avec moi de ce sujet, aujourd'hui, j'ai Christian Lehmann, qui est... De force du mal. Oui, voilà. Qui est docteur en médecine et auteur, notamment de la trilogie No Pasaran, à l'École des loisirs, qui sera d'ailleurs à 18h30 en dédicace à la librairie. Et j'ai également Guillaume Meurice, donc, qui est humoriste et chroniqueur, explorateur de l'infini, mais pas au-delà, et qui est également auteur de 2 romans, donc Comme et le roi n'avait Paris, qui sera à 17h15 en dédicace à la librairie. Alors, déjà, moi, j'ai une première question. Pourquoi une telle facilité d'analogie entre les virus et les idées? Il faut demander au médecin, ça, déjà. Je ne sais pas si je peux répondre à cette question, mais je dirais que moi, je me questionne depuis très longtemps sur la nature du mal. Qu'est-ce que c'est? J'ai même écrit un roman qui a exactement ce titre-là. Et j'en étais venu à cette idée qui est toute simple, que je vous livre et qui ne m'appartient pas, que le mal, c'est quand on commence à voir les gens comme des objets et pas des sujets. Et il y a quelques jours, un copain qui est un adepte de Pratchett m'a rappelé cette phrase de Pratchett: « Sin, young man, is when you treat people like things, including yourself. That's what sin is. » Le mal, jeune homme, c'est quand vous commencez à traiter les gens comme des objets, vous inclus. Mais est-ce que ça c'est la cause ou est-ce que c'est la conséquence? Qu'est-ce qui fait que des gens arrivent à traiter d'autres gens comme des objets? Qu'est-ce qui les met dans cette situation-là? Pardon, du coup, je ne veux pas piquer ta place, mais j'ai l'habitude de poser des questions à des gens. Je vais rebondir là-dessus. À partir de cette définition-là, en fait, on aurait tendance à dire que c'est très personnel. Viens, on le chope à deux, là. Regarde le médecin, là. Mais du coup, si c'est très personnel, comment ça se propage? Parce que si le mal, c'est je traite l'autre comme un objet, comment est-ce que ça se propage? Je ne suis pas un théoricien, donc je vais partir de ce qu'on a vu avec le Covid. On se retrouve avec un virus qui tue un petit nombre de la population, moins de 0,5%, qui en affaiblit d'autres. Et brusquement, ce qui, je l'avais cru, entraînerait, quand ça arriverait, une espèce de combat commun de l'humanité, devient un moyen de se déchirer entre nous. Comme dit Littlefinger dans Game of Thrones, chaos is a ladder, le chaos c'est une échelle. Il y a des gens qui ont vu, alors qu'ils ne connaissent rien, ni en virologie, ni en médecine, ni en sciences, ni à la société, qui ont vu le Covid comme le moyen d'accéder aux médias et de gouroutiser des gens qui étaient terrifiés. Alors c'est arrivé pour des médecins, des grands spécialistes à la barbe sale et à la blouse blanche. C'est arrivé pour des politiciens incapables de faire plus que le parti animaliste et un labrador sur une affiche, pour ne pas les nommer Didier Raoult et Florian Philippot, par exemple. Et ce qui a été incroyable dans cette pandémie, c'est que, comme a priori au départ, ça ne touchait que les faibles ou les vulnérables, évidemment, à l'extrême droite, cette idée que on va tomber malade, mais les faibles mourront, c'est comme quand dans le troupeau, les guépards attaquent les plus faibles, c'est bon pour la race. Cette idée eugéniste, on l'a entendue, mais de manière plus terrifiante, à gauche de la gauche, là où normalement on devrait imaginer un travail en commun, on va essayer de s'entraider les uns les autres. Il y a une autre idée qui était ce qu'on nous propose là, la médecine, les vaccins, etc., c'est vraiment Big Pharma, c'est macroniste. En fait, on va faire confiance à notre immunité personnelle et à Gaïa. Et en fait, il y a eu ce que j'appelle la propagation du mal,
Des gens qui, sur des thèmes de sociologie, de lutter contre la société de l'enfermement, etc., étaient fermement ancrés à gauche, qui se sont mis à serrer la main à des types qui étaient à l'extrême droite, ce qu'on a appelé auparavant avec les rouges-bruns l'alliance obscène des contraires. Donc la propagation du mal, elle vient quand tu... Je reviens à mon truc. La propagation du mal, c'est quand tu prends les gens pour des objets, c'est-à-dire que tu penses que la théorie que tu as mise dans ta tête est plus importante que sauver les gens devant toi. Si tu réussis à convaincre des gens de te suivre, même si à un moment tu sais que tu dis n'importe quoi, tu ne peux plus t'arrêter. La propagation du mal, c'est l'absence, enfin, c'est une banalité totale ce que je dis, c'est l'absence d'empathie, c'est l'absence de soin à l'autre qui est étranger à nous. Et ce colloque aujourd'hui, ce débat arrive à un moment où on est seriné à la télévision en permanence par la haine de l'autre, avec le conflit qu'il y a à Israël, à Gaza. Quel conflit? Voilà. Et de manière totalement décomplexée, il y a une parole, alors qu'on dira pour certains parole raciste, parole anti-musulmane, parole antisémite, mais c'est surtout une parole qui voit l'autre comme un objet. Cet enfant palestinien en train de saigner dans les décombres à Gaza n'est pas un enfant palestinien en train de saigner dans les décombres à Gaza, c'est un objet sur lequel je peux porter une critique globale en disant oui mais que voulez-vous, il faut se défendre, et en fait ce sont des boucliers humains. Et de la même façon, ces civils israéliens torturés dans des conditions immondes ne sont pas des civils israéliens, ils sont coupables de faire partie de l'État d'Israël. Quand on voit les humains comme autre chose qu'un humain et qu'on les voit comme un objet pour asseoir la théorie qu'on a du monde, on commet le mal. Je suis désolé, c'est hyper basique ce que j'ai à dire. Mais donc du coup, ça demande de la rhétorique et ça demande finalement également une forme de prosélytisme. Ça demande une démarche de propagation. C'est un acte volontaire. Oui, c'est un acte volontaire, comme de dire bah, écoutez, moi je ne vais pas mettre de masque parce que je ne crains rien. Et si vous craignez de l'attraper, ne sortez pas de chez vous, restez confinés si vous êtes vieux. Il y a eu plein de pays, la Suède en premier, où en épousant ce qu'on appelle la Great Barrington Declaration, qui est une déclaration pour l'immunité collective, ils ont décidé de ne pas confiner en disant on va juste confiner les fragiles. Les vieux ne sortent pas de chez eux, les malades ne sortent pas de chez eux. Mais la réalité, c'est que ces gens font partie de la société comme chacun d'entre nous, et qu'il y a des gens qui viennent les voir, des soignants, des aidants, etc. Et que si on ne protège pas tout le monde, on ne les protège pas eux. Que le gouvernement soit un gouvernement autoritaire, que Macron ait préféré tirer pendant des années au LBD sur la foule plutôt que l'écouter, c'est une chose. Mais ça ne rend pas pour autant le confinement, même dans la panique des départs, un crime contre l'humanité. Le confinement dans les premiers jours, au milieu de mars 2020, je l'ai vu, de mes yeux vus, a brutalement bloqué la vague qui était en train de commencer à submerger l'hôpital. Ça a été une évidence. C'est comme ça. Alors, qu'ensuite, le fait de donner des attestations aux gens, de leur parler comme s'ils étaient des enfants ou des débiles, de donner des directives complètement débiles du style « si vous allez sur la plage, vous devez mettre un masque ». Oui, bien entendu. Mais lutter contre le virus, ça ne voulait pas dire soutenir le gouvernement et le ministère de la Santé. Lutter contre le virus, ça voulait dire essayer de limiter les dégâts et le risque de le propager à des gens autour de nous qui étaient en situation de fragilité. En immunologie, pour un virus, en tout cas, on parle de contamination à partir du moment où le virus passe les barrières naturelles du corps et où il rentre à l'intérieur pour créer une infection. Pour les idées, quelles seraient les barrières naturelles de l'esprit? Comment est-ce qu'on se prémunit des idées? Oui. Avant, je peux me permettre juste de rajouter 2 mots sur ta question d'avant. Moi, je trouve ça hyper intéressant, évidemment. Je suis le travail de Christian depuis quelques années. Mais moi, je ne crois pas au mal.
Je crois pas vraiment au mal ni au bien d'ailleurs. Moi, j'ai une passion dans la vie. Et elle est assez chronophage, surtout en ce moment, c'est que j'aime bien répondre aux mails de gens qui m'aiment pas. Bon, là, j'en ai pris pour 5-6 ans, là. Mais parce que ça m'intéresse. Alors, j'ai un plaisir de l'ajout, de la rhétorique, du taquinage, on va dire. Mais j'aime aussi comprendre à quel moment on est en désaccord. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'incompréhension, des gens qui avaient besoin de se lâcher, ils ont entendu quelque chose, une phrase extraite du contexte, ou ils me considèrent comme journaliste ou je ne sais quoi. Et j'ai alors que j'ai 0 carte de presse et 0 compétence. Sinon, tu penses bien, je serais Pascal Pro. Petit big up pour les Nantais, bien évidemment. Ah, bah il est là, Pascal, regardez, il est là. Non, mais donc je ne crois pas au fait qu'il y ait des gens, et même parmi, je sais pas, des Bernard Arnault, je crois que ce soit des gens qui sont chez eux comme ça à faire on fait le mal avec un chat sur les genoux, tu vois. Je crois pas à cette figure-là. Par contre, je crois énormément au fait que quand tu mets des gens dans une structure oppressante et quand tu les fais paniquer, alors là, oui, il peut se produire. Bah, en fait, la réalité, c'est il arrive ce qui doit arriver, quoi. C'est même un rapport physique au monde, physique au sens de la matière, la gravité, des lois physiques. Si tu mets des gens sous pression, que tu les fais paniquer, tu leur dis il y a un virus mondial, on doit tous se confiner avec des discours contradictoires. Enfin voilà, si tu fais des injonctions contradictoires du matin au soir, évidemment que les gens vont paniquer et ça va créer de la débilerie partout. Faudrait mesurer, alors moi je suis encore moins sociologue que journaliste, je pense, faudrait mesurer le fait qu'on entend beaucoup les dingueries et assez peu les gens qui doutent, puisque les gens qui doutent, ils vont pas mettre sur Twitter je sais pas trop. Tu vois, on s'en fout en fait. Ça fait 0 retweet, ça. Et ouais, alors que ça, je pense, alors là, c'est pur, tu vois, ressenti, quoi. Ça vaut pas grand-chose, c'est mon ressenti, mais je pense que c'est l'immense majorité des gens. Mais évidemment, t'entends plus les gens qui disent « Faudrait prendre de l'hydroxychloroquine parce que ma grand-mère, elle en a pris et elle a été soignée le lendemain. » Alors tous les gens retweetent en disant « C'est ça qu'il faut prendre. » Et les autres qui machin, tu vois. Ces débats-là, tout ce qui est conflictuel, donc ça fonctionne très bien. Surtout sur des réseaux sociaux comme Twitter. Donc je crois beaucoup aux structures qui font que les êtres humains deviennent ou vrillent. Hein. Il y a des êtres humains qui disent pas de la merde et d'un coup, tu les mets dans une certaine position, ils commencent à dire de la merde. Donc voilà, c'était là-dessus que je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice. On y reviendra, il y a un débat. Faudrait qu'on soit pas d'accord à un moment donné et qu'on finisse par s'insulter. On va pas être d'accord parce qu'en fait... Salaud! Parce que, enfoiré! Antisémite! Toi-même! Ah ouais, le premier! Bon, ah merde! Non, mais alors, facile! Je suis chargé de modérer cette table ronde, donc l'inversion de la preuve. Du stigmate. Alors, non mais... Et après, on répondra à ta question. Mais plutôt vers 18h. Prenez, il y a des gens qui ont des glacières et tout. Vraiment, ça va durer longtemps. Monsieur Meurice ne croit pas au mal, mais Monsieur Meurice vient de nous parler quand les aides sont sous pression, ça commence à merder. Mais Monsieur Meurice, c'est un médecin d'avant Pasteur. C'est les gens qui pensaient que si vous mettez des poubelles et des trucs et tout, à un moment, il va sortir des rats. Donc c'est un procès d'intention, mais vous êtes coutumier du fait. Oui. En mettre un autre. Voilà. Non, mais non, je crois pas à l'essence, quoi. Je crois pas. Non, mais le méchant. I am the evil mastermind. Non, mais qu'il y a des gens qui éprouvent une véritable jouissance de pouvoir. Il faut parler dans le micro, tu vois. La psychanalyse parle contre toi. Tu sais que tu dis de la merde, donc tu as tendance à dire de la merde comme ça. Tu sais. Tu sais où je vais te mettre le micro? J'essaie de créer des conflits, voilà. On s'aime bien. Putain, ouais. Non, mais ça va se payer, tu vois. En coulisses. En coulisses. Non, attends, je peux juste le temps que tu reprennes tes esprits. J'ai un exemple. Bon, j'ai interrogé. Ça fait 10 ans que j'interroge des gens au hasard dans la rue tous les jours. Je fais beaucoup de chroniques, ceux qui tournent autour du racisme, etc. Et honnêtement, j'ai 2 exemples, et je crois que je ne les ai pas diffusés, des gens vraiment racistes, c'est-à-dire qui me disaient il y a une inégalité des races. Donc là, on peut vraiment parler de mal. J'avais même pas d'argument. Souvent, mes chroniques, elles sont construites sur les contradictions qu'il peut y avoir, les ambiguïtés, les paradoxes. Là, il y avait un mec, par exemple, qui avait vécu en Afrique du Sud sous l'apartheid, un blanc, hein, évidemment, et qui me disait non, les noirs sont inférieurs. Voilà. Lui était vraiment purement raciste. Donc là, à la limite, ça met de l'eau à ton moulin. On peut vraiment parler de mal. Je n'ai même pas réussi à le coincer dans un raisonnement. Il était juste...
juste raciste. Mais la majorité des gens que je rencontre, ils me disent oui, il y a trop d'Arabes en France, mais je ne suis pas raciste. Ou alors l'inverse, je suis raciste, mais mon épicier, c'est un chouette gars et mon voisin aussi. Je pense que ça, c'est des biais très documentés maintenant, des effets de cadrage qui fait que si tu regardes ces news toute la journée, tu as l'impression que tous les Arabes sont des méchants, sauf que dans ta réalité, bah, tu es emmerdé parce que l'épicier qui te dépanne quand tu rentres à 2h du matin, bah, il n'est pas comme ça. Donc qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire tous les Arabes sont des méchants, sauf mon épicier et mon voisin et souvent la femme de ménage à qui tu as piqué son passeport. Enfin voilà, ce genre de choses, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien raisonner quand même en termes de structure. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi les gens pensent ça, et même au-delà, comprendre pourquoi les gens pensent penser ça. Parce que souvent, ils disent quelque chose, et quand tu leur demandes mais pourquoi vous pensez ça, mais souvent, ils se contredisent. Parce qu'ils pensent même pas ça. On a tendance, nous toutes et tous, à répéter, biais de confirmation, à répéter des discours qui rentrent très bien dans notre logique, sans les remettre en question, sans nous dire tiens, qui nous a dit ça, pourquoi, quel intérêt il aurait à nous dire ça, sans faire preuve d'esprit critique. Voilà. Donc c'est l'esprit critique qui nous prémunit contre... C'était pour te repasser la balle habilement. Après, si vous n'avez pas besoin de moi, vous le dites. Hein. Non, évidemment, on a besoin de toi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça, d'ailleurs? Je pense qu'il faudrait commencer par définir la notion de mal, effectivement. Ah, bah merde, ça fait 30 minutes qu'on parle de ça, on n'a même pas défini les termes. On va avoir une mauvaise note à la copie. Si c'est Raphaël Enthoven qui corrige, on est mal. De toute façon, on est mal. Non, mais de toute façon, là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était qu'effectivement, c'était quand on mettait les humains sous pression. Donc quoi? Alors le mal, si les humains sont pas sous pression, il n'existe pas? Le mal, c'est les structures que les humains, ils sont créés. C'est pour ça que la solution, elle peut être que collective. Il ne peut pas y avoir un type qui arrive et qui disent « Attendez, il faut tout réorganiser ». C'est indispensable de s'organiser entre nous. Bah, alors là, tu parlais des solutions. Si on passe au volet solutions, bah, évidemment, l'éducation. Mais ça, je pense que tout le monde va être d'accord. Moi, je pense que ça ne suffit pas, mais que c'est la bonne base. C'est-à-dire que c'est prendre des réflexes. Notre cerveau... je parle complètement hors de mon domaine de compétences, mais bon. Pas de problème. Notre cerveau, c'est un organe qui est feignant. Le cerveau, c'est pas un truc qui est fait pour raisonner, c'est pas du tout le temple de la logique. C'est un organe qui est fait pour survivre et prendre des décisions rapides. Donc ça peut marcher, j'ai soif, qu'est-ce que je fais? Tac, je prends un verre d'eau, je vais pas réfléchir, est-ce que c'est une bonne action, est-ce que c'est une mauvaise action, etc. Le cerveau ne se prend pas la tête. Plus compliqué quand c'est, tiens, qu'est-ce que je pense du conflit israélo-palestinien? Je prends exprès le cas, tu vois, extrême, mais même ça peut être des trucs du quotidien. Donc notre cerveau, il est très fébrile. Et c'est un organe dont, je pense, il faut se méfier. Le problème, c'est qu'on n'a que ça pour raisonner. Donc, quoi faire? Attention, un agent du Mossad qui vient nous exécuter. Bonsoir. Tu n'es pas discret, désolé, tu es viré. Voilà. Donc, ce qu'on doit faire pour se méfier de nous-mêmes, c'est prendre le réflexe, c'est-à-dire habituer, donc c'est le rôle de l'instruction et de l'éducation, habituer cet organe, comme on ferait du sport, comme un sportif, il habitue cet organe en s'entraînant, à avoir à chaque opinion qu'il reçoit une petite lumière qui s'allume en lui et qui le force à se dire « Tiens, j'entends ça, je suis d'accord trop facilement avec ce truc, essayons de voir s'il n'y a pas un biais, essayons de voir si je ne me trompe pas moi-même. » Alors évidemment, pour ça, et j'en reviens aux structures et après je te laisse la parole, je suis beaucoup trop bavard, pour ça il faut avoir le temps, donc il faut avoir les conditions pour le faire. Nous, on a beau jeu de parler, enfin tu vois, moi je fais des blagues à la radio, je fais des spectacles, on vient papoter devant des gens, on a le temps de penser. Mais quand t'enchaînes 4 boulots dans la journée, tu rentres, t'as tes gosses, moi je ne vais pas reprocher aux gens d'allumer Hanouna pour souffler un peu, décompresser. Quand tu mets les gens sous pression, tu leur enlèves ce temps-là. Donc tu leur enlèves le temps de devenir moins cons finalement. Moi je crois pas que les gens soient cons ou pas cons. Les gens, si on les met dans des conditions pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils prennent du recul, ils seront pas cons. Voilà. Pourquoi je raisonne plutôt en termes de structure. Au nom de Dieu, j'ai peur. Non, mais la capacité de douter d'une information qui va dans ton sens, effectivement, est super importante. Je pense à un truc. 25 ou 26 février 2020, on commence à entendre qu'il y a une pandémie qui a démarré en Chine, on ne sait pas exactement ce qu'il en est et tout. Donc il se trouve que moi, j'ai lu de la science-fiction apocalyptique, anglaise et américaine essentiellement, mais aussi un peu française, toute mon adolescence. Et comme je le dis dans Tenir la ligne, excellent recueil de chroniques publié dans Libération et aujourd'hui aux éditions de l'Olivier.
Je me suis installé comme médecin et un peu comme Drogo dans le désert des Tartares, je me suis dit un jour il y aura, je vous jure, un jour il y aura une pandémie avec un virus respiratoire et ben, je serai là, quoi. Et comme par hasard. Comme par hasard. Voilà, je laisse les complotistes terminer le... Et en fait, j'ai fait le reste, quoi. J'ai soigné des angines, j'ai soigné des otites, j'ai soigné des infarctus, j'ai soigné des hypertensions artérielles et des diabètes. Et j'ai avancé en âge, un peu comme Drogo, vers la fin du désert des Tartares, vers le moment où j'allais quitter mon cabinet. Et un jour, à l'horizon, les Tartares sont apparus, c'est-à-dire il y a eu une pandémie qui a commencé à démarrer. Donc le 26 février, je ne veux pas dire que je la vois venir, mais c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment, au-delà des affichettes que fait coller Agnès Buzyn dans les aéroports. Et sur Twitter ou autre, je vois passer un truc, je regarde la fameuse première vidéo de Didier Raoult, que je connais juste comme un mandarin qui a ses chroniques dans Le Point, mais je ne connais pas plus. Et il est là, en blouse, et il parle, et il dit, eh bien, on a maintenant des informations qui viennent de Chine, et qui sont extrêmement rassurantes, et qui montrent qu'avec un médicament très ancien, la chloroquine, on peut mettre fin à ce qui est la maladie respiratoire la plus facile à soigner de l'univers, en gros. Et tonnerre d'applaudissements. Et moi, je suis dans mon cabinet entre deux patients. J'ai juste regardé ça, je veux me tenir au courant de ce qui se passe. Et je ressens un moment de soulagement intense, vraiment. Et je prends un autre patient, etc. Et on parle de choses. Et puis, ça clique là derrière mon cerveau. Il y a quelque chose qui n'a pas marché dans ces 4 minutes qui vont dans le sens de ce que je veux entendre, que ça va être terminé, qu'il n'y a pas à avoir peur. Je réécoute et j'entends mon Didou, la science qui sort son truc, etc., et qui explique que c'est formidable parce qu'on a une molécule qui est ancienne, connue, pas chère du tout, facile à fabriquer et sans aucun effet secondaire. Et là, tink, parce que tout médecin qui se respecte sait que la chloroquine a des effets secondaires, qu'on peut se suicider avec un flacon de Nivaquine, que ça arrive malheureusement souvent, et que ça donne des troubles cardiaques. Et on se dit, on commence à se connecter sur Twitter des cardiologues, des urgentistes, etc., en DM, en privé, en disant, mais vous avez vu ce qu'il dit, mais c'est super dangereux, parce que comme c'est un médicament qui existe dans les pharmacies familiales, qui reste, il y a un peu de Doliprane, il y a un fond d'amoxicilline, et puis il y a de la Nivaquine, parce que Pépé était allé en Afrique ramener des valises pour le RPR il y a 20 ans. Et il reste un fond. Adèle Van Rett, si vous m'entendez... Je ne connais pas cette personne, voilà. J'étais pas là, de toute façon. Donc, Et donc, on commence à dire, attention, n'en prenez pas, etc. Et c'est un médicament dangereux, on commence à le dire, etc. Donc ça remonte jusqu'à l'IHU, et 2 jours plus tard, Raoult fait une nouvelle vidéo en disant, les gens qui me critiquent n'ont absolument pas mon pédigré, etc., sont des abrutis, etc. Comme je l'ai toujours dit, l'hydroxychloroquine est un truc fabuleux, blablabla. Et moi, j'ai dit, mais attends, moi je suis médecin, donc la chloroquine et l'hydroxychloroquine, c'est pas du tout la même molécule. Et effectivement, l'hydroxychloroquine a moins de toxicité cardiaque, vasculaire, etc. Donc en fait, je me dis, ce type a sorti ce truc qui était basé sur pas grand-chose, il s'est rendu compte qu'il était critiquable, et au lieu de dire ce qu'il aurait dit, je pense que dans cette famille de médicaments, il y a une vraie avancée possible, que c'est une piste thérapeutique. J'ai pris en compte ce qu'ont dit mes détracteurs, et je propose donc l'hydroxychloroquine qui pourrait être utilisable. Ce qu'on fait en général en médecine, on est contré sur une partie de ce qu'on pensait, même sur le protocole pour un patient, tu es en réanimation, tu as soigné le patient toute la nuit, tu vas au staff, le matin tu discutes ce que tu as fait, et quelqu'un dit mais tu n'as pas pensé plutôt à la dialyse, et tu dis merde, ok, et tu avances pour le bénéfice de la personne. Le collectif. Pas pour dire que tu as eu raison. La structure. Tout seul. Et donc, pour moi, le mal... Il va être d'accord avec moi au final. Ça m'étonnerait. On m'a prévenu. On m'a prévenu que si je voulais survivre, je n'avais pas intention à faire ami-ami. Bon, ça y pas en ce moment. Voilà. Donc, là, pour moi, c'est le mal. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il a merdé. Et il est en train de switcher parce qu'il pense que l'immense majorité des gens qui entendent, y compris
salopes de journalistes gauchiastes qui sont autour de lui, ne feront pas la différence entre la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Mais nous, les petits, les sans grades, les généralistes, les urgentistes, les cardiologues, les gens que je connais, etc., on a compris tout de suite ce qui se passait. On a compris tout de suite ce qui se passait. Mais pourtant, il y a eu des unes de Libé, Didier Raoult, au tout début. Une seconde. Ah, bah ça, on va en parler, c'est marrant. 28 février, on est tous au courant. Et on va commencer à en parler sur les réseaux sociaux. On va dire aux gens, par exemple, le 15 mars, n'allez pas voter. N'allez pas au premier tour parce que vous n'êtes pas protégés, etc. Et c'est marrant que tu poses la question. C'est au soir du dimanche du premier tour. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a le premier tour du municipal et c'est catastrophique. Il y a des gens malades partout. C'est en train de merder. 3 jours avant, on a fermé les écoles. Puis on a eu Véran, Delfrécy et Édouard Philippe dans la cour qui disaient Delfrécy qui disait mais les personnes âgées peuvent aller voter parce qu'elles ne courent aucun risque absolument et il n'y a pas plus de risque quand elles vont chez Lidl acheter du lait en poudre. Et donc tout le monde va voter, il y a plein de gens qui tombent malades et le soir on nous dit les Français sont vraiment mal comportés donc il va falloir confiner. Et ce soir-là, moi, j'envoie un mot à Libé, que je connaissais peu. J'avais juste, en tant qu'auteur jeunesse, participé au Libé des auteurs jeunesse 1 mois et demi auparavant, et j'avais fraternisé avec certaines personnes. Je leur dis, on va vers quelque chose qu'on n'a jamais connu, une pandémie. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit en première ligne, qui puisse analyser ça sur le plan médical, et qui soit vraiment face au contact des patients. Donc, je vous propose de faire quelque chose qui s'appellerait un blog. Et en 15 minutes, ils m'ont répondu oui, et moi j'ai commencé un truc. Mais eux, ils pensaient que ça durait 1 mois et demi, mon histoire. Pas que 3 ans et demi après, ils seraient obligés de me faire des chèques faramineux. À côté desquels les émoluments de M. Meurice à France Inter sont peanuts. Bon, mais la pandémie arrive, et quelques jours après, il y a la couverture de Libé avec Didier Raoult, en blanc, on dirait Gandalf le blanc. Je sais, je l'ai chez moi en poster. Mais moi aussi je l'ai en poster. Et je regarde ça et je me dis, putain, je vais avoir vraiment du mal parce que je suis un pigiste extérieur au journal. Ce type représente une planche de salut pour la population. Ça va être très, très compliqué. Et je dis à ma directrice de rédaction, Alexandra Schwarzbrod, je lui dis, écoute Alexandra, tu n'as pas de raison de me croire parce qu'encore une fois, j'ai beau être ancien réanimateur, c'était dans un autre siècle, je suis juste un généraliste dans mon coin, mais ce qu'il raconte là, c'est extrêmement grave, extrêmement dangereux, et il va falloir que je détricote ça. Et je me souviens de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, écoute, si ce que tu dis c'est étayé, ok, mais vu la puissance de feu en face, tu as intérêt à y aller doucement. Et donc tu poses la question. Il m'a fallu des semaines et des semaines en y allant doucement, en posant pour les gens qui me lisaient, y compris pour mes collègues à Libé, le truc, et qui se disent « Ah oui, effectivement, il fait partie de ceux qui vont contre cette espèce de rouleau compresseur, mais ils m'ont fait confiance et au final, voilà, on a eu raison. Mais au départ, c'est très compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce journal que tu as, il ne faut pas juste... encadrer la première, mais il faut encadrer la 4e de couve. La 4e de couve, c'est le portrait de Didier Raoult. Et sur ce portrait est fait par un journaliste que je connais un petit peu, qui s'appelle Quentin Girard. Et à la fin, parce que ce qui est formidable avec les gens, c'est qu'il suffit de les laisser parler pour qu'ils s'enfoncent tout seuls. Regardez oui. Guillaume Meurice, par exemple. Non, t'es gentil, mais c'est ma vanne. Pas assez rapide. Voilà, ouais. Après, je ne sais pas soigner les autres titres. Mais, pardon. Et donc, il y a Raoult qui dit je ne veux pas finir seul avec ma vérité comme un fou. Enfin, je retrouverai là un truc. Parce que quand on est seul avec sa vérité, c'est que soit on est l'élite, soit on est un fou. Enfin, il y a un truc très, très bizarre. En fait, il est en train de dire je suis avec mon truc, je ne vais pas rester tout seul, je veux agréger un maximum de gens à moi. Et moi, j'ai lu cette phrase et je me suis dit, c'est vraiment le smoking gun, quoi. C'est ce type ira jusqu'au bout de son truc pour ne jamais dire j'ai pu me tromper sur une chose. Alors qu'il a fait que enquiller des conneries. Ça passe, c'est pas respiratoire, ça passe par les mains. C'est une connerie gravissime. Et il y en a eu plein d'autres comme ça. Mais parce que c'est extrêmement dur pour un être humain
d'avouer, surtout à ce niveau-là, quand tu as fait la une des médias, quand tu commences à avoir une énorme fame autour de toi, il y a une espèce d'escalade d'engagement. C'est extrêmement dur. Moi, je le vois tous les jours quand j'interroge des gens et qui me disent une connerie, qui se rendent compte, et même les politiques, à l'Assemblée et tout, ils se rendent compte qu'ils ont dit une connerie. Ça ne m'est jamais arrivé, je crois. Si, ça m'est arrivé une fois avec Édouard Philippe. Si vous voulez que je vous raconte l'anecdote, mais c'était il y a longtemps. Meeting d'Alain Juppé. Et il m'a dit oui, je vous reconnais, c'est vous qui interrogez les gens jusqu'à ce qu'ils disent des conneries, puis après vous gardez que les conneries. Je dis oui, c'est moi. Du coup, je l'interroge et à un moment donné, il dit ah merde, je viens de dire une connerie là. Je dis oui. Il me dit du coup, vous allez garder ça? Oui. Mais je crois que c'est le seul exemple que j'ai. Sinon, c'est extrêmement dur pour quelqu'un de se dire ah ouais, non, en fait, non, pardon, c'est de la merde ce que je dis, désolé. Et quand tu es Didier Raoult et que tu as cette psychologie-là, bah ouais, tu le fais pas. Donc le seul moyen d'empêcher ça, moi je suis pour juger Didier Raoult, etc. et dire que c'est un méchant, etc. ou le classer dans le camp des méchants. Oui, mais on s'en fout en vrai. Si c'est pas Didier Raoult, ce sera Jean-Michel Jean-Jean. Oui, mais attends, mais ce que tu as dit tout à l'heure est beaucoup plus important pour moi. N'importe quoi. Ça devient du mime, écoute, c'est n'importe quoi. Après, à la fin, c'est une comédie musicale. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que Didier Raoult ne peut pas exister en tant que Didier Raoult si sans un système qui le porte. De Didier... Non, laissez-moi parler. Si à la place de Didier Raoult, il y a 40 personnes qui se réunissent dans une salle, qui discutent, qui confrontent et qu'à la fin se disent bon ben voilà, on s'est réunis et c'est ça qui est, c'est ça qui appelle la force du collectif. Mais le problème c'est même pas la force, c'est juste ce que j'appelle la réalité. Non mais il n'y a pas d'autre manière. Si tu mets un mec et toutes nos sociétés aujourd'hui, le problème de nos sociétés, c'est que c'est une structure verticale. C'est une structure pyramidale dans laquelle quelqu'un peut dire de nos jours, quelqu'un peut dire de nos jours, je suis l'élite, sans que tout le monde dans la salle se mette à pleurer de rire. Je veux dire, mais où est-ce que vous avez déjà vu un scientifique dire, pour justifier ce qu'il a fait, au lieu de le prouver, au lieu de l'expliquer, dire « je suis l'élite ». Enfin, c'est absolument aberrant. Didier Raoult représente une forme de structure qui est le mandarinat en médecine. C'est vraiment... Didier Raoult, c'est l'image... Ça s'appelle la hiérarchie, en fait. Oui, ça s'appelle la hiérarchie. Oui, la pyramide. Ouais, non, mais tu mets un mec aux structures d'une Didier Raoult représente ce contre quoi ma génération a lutté toute sa vie en médecine. Arrêtez de croire le grand professeur parce que c'était le grand professeur. Tout le monde sait que Big Pharma payait ce qu'on appelait des KOL, Key Opinion Leaders, ce que la revue Prescrire appelle des dealers d'opinion et pas des leaders d'opinion, pour dire à la plèbe, aux généralistes et tout, il faut que vous prescriviez du Vioxx parce que c'est un médicament qui est beaucoup plus efficace que les anciens anti-inflammatoires. Il faut que vous prescriviez des anti-Alzheimer par paquet de 15, etc. Il y a plein sur France Inter, merveilleuse radio. Même si certains animateurs sont un peu comme ça, il y a un moment extraordinaire où Pascal Pascariello, qui maintenant est à Mediapart, d'Edoui Plenel, elle est en train de parler des anti-Alzheimer avec le professeur Dubois, et il pense que c'est hors antenne, et il dit oui, ben on sait bien que ces médicaments ne servent à rien, etc., mais on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce qu'en gros, ça ferait désespérer Billancourt. Et en fait, il ne se rend pas compte que c'était en train de tourner. Et ça tourne, et elle commence à lui poser des questions dessus, en disant, mais attendez, mais vous venez de dire que ça ne sert à rien. Oui, mais on ne peut pas le dire en public, etc. Mais ça, on a vécu ça, nous, médecins, toute notre vie. Toute notre vie. Et Didier Raoult représente ça, ce mandarinat. Et sa grande force, c'est que, ayant dans son bureau des selfies avec Sarkozy, avec Hollande, avec Macron, ce type a fait semblant a fait un cosplay de rebelle rock'n'roll avec des grosses bagues. Mais c'est un mandarin, simplement. Un homme de puissance, un homme de pouvoir. Après, je sais que tu as des questions, hein, mais de toute façon, on est là jusqu'à 23h. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de se poser la question, pourquoi il a eu cette fame-là? Pourquoi, à un moment donné, il fait la une de Libé en Rockstar, et puis la une de tous les autres quotidiens en Rockstar? Pourquoi il est mis en avant? Pourquoi ça devient la star de CNews? Parce qu'il y a un espoir. Je pose une hypothèse. Bon, parce qu'il y a un espoir, d'accord, mais surtout parce que, comme tu as dit, il a un look, c'est une grande gueule, il fait de l'audience. Il fait de l'audience, et on est sur un système médiatique
qui est basé sur l'audience, parce qu'il faut vendre des espaces de pub. Libé fait la une avec lui, ça va mieux se vendre que si c'est un mec modéré qui dit je sais pas trop pour l'instant. Ça vend pas, je sais pas trop pour l'instant. Donc on met du Didier Raoult parce qu'on a besoin de faire du pognon pour faire vivre ce canard. Et qui s'appelle Rio, le capitalisme en fait. Mais au bout du bout. Non mais voilà, fin de la discussion. Merci beaucoup. Rendez-vous devant l'Assemblée nationale. Avec des fourches. On est en train de refaire le Nicolas Martin de tout à l'heure parce qu'on a aussi dit que c'était le capitalisme aussi. Donc il faut que tu trouves autre chose maintenant. Faudrait que le capitalisme trouve autre chose. Mais ce serait bien. Mais si tu réfléchis juste la cause des causes, tu remontes la cause. Libé, ils vont dire bah ouais, mais désolé, regarde les ventes qu'on a fait avec ça. On fera un mec qui doute dans 2-3 jours quand on aura refait notre trésorerie, quoi. Si tu t'attaques pas à la cause, tu pourras toujours. Je suis horriblement d'accord. Dieu se rit de blablabla bla, et qui s'appelle Rio Quesac. Je croyais que vous vouliez faire un conflit, là c'est mal barré en fait. Merde. C'est faux. Je sais pas, après il faut que je trouve des arguments bizarres. Pardon Mel. Et donc du coup la propagation du mal finalement c'est... Oui c'était ça le thème du truc. Mais non mais il veut se battre avec Didier Raoult, on a qu'à les foutre à Fort Boyard dans la boue là. Ça fera de l'audience, moi je t'en fais de l'audience, on vendra des espaces de pub, voilà. Mais du coup, c'est préférer finalement un mensonge facile à une vérité compliquée. Ça va être ça le nerf de la guerre. Elle a fait le boulot. Ouais, mais c'est pas préférer. C'est que c'est vendre. Vendre, mais tu peux pas reprocher à des gens qui doivent faire vivre un média de vouloir que le média se vende. Non, je ne peux pas leur reprocher. Voilà. Par contre, effectivement, est-ce qu'il y a moyen déjà de rendre la vérité plus bankable ? Moi, je partirais pas sur la vérité. Parce que la vérité, c'est très très subjectif. Je partirais sur la réalité. En science, c'est pas si subjectif. Ouais, mais justement, c'est pour ça que je préfère le terme de réalité, quoi. Je pense que si tu t'appuies sur la réalité, au final, c'est la réalité qui gagne. Moi, ce qui m'a fait le plus halluciner, si on veut vraiment faire full Didier Raoult, c'est évidemment l'espoir qu'il a suscité, comme tu disais tout à l'heure, quand tu l'as entendu, et quand la France entière l'a entendu, on s'est dit, ok, c'est bon. Mais c'est surtout sa première étude qui sort, où le protocole est complètement éclaté, quoi. Donc ça, là, si on veut revenir sur l'éducation, il faudrait peut-être faire davantage à l'école il faudrait que l'école ait davantage de moyens pour faire de l'éducation à la science. Qu'est-ce qu'un protocole scientifique ? En plus, c'est hyper marrant pour les gamins à faire, à élaborer. C'est pas très compliqué à piger. Et tout le monde aurait vu, dès qu'il a sorti sa première étude, il y avait, je sais pas, 2 gars qui sont morts. Il a dit non, mais finalement, ça compte pas. Là, si on avait fait ce taf-là avec les gamins, un gamin de CM2 aurait dit mais pourquoi ça compte pas ceux qui sont morts? Il n'y aurait même pas eu besoin de ton blog, tu vois, il y aurait besoin de Quentin et Vanessa de l'école Jules Ferry de Quimperlé, tu vois. Et c'était terminé pour Didier Raoult. Donc, et on peut le faire de manière ludique. Moi, je me bats pour justement ce genre de festival est extraordinaire parce que on a tendance à cloisonner la science d'un côté, les arts, la littérature, tout est cloisonné, alors que évidemment tout se mélange. Et je me bats pour que la science soit acceptée comme une pratique ludique. On est des mammifères, putain. On apprend en s'amusant. Les petits lions, ils vont pas à l'école des lions. Je crois. C'est bon. Je peux passer aux questions après tout. J'ai pas dit que j'étais contre l'école, hein. Vous avez compris, hein. Il y a un truc qui m'a frappé, je vais revenir sur la pandémie du Covid, il y a un truc qui m'a frappé au moment où effectivement on est au balbutiement, on a rencontré à peu près les mêmes étapes que les étapes du deuil, c'est-à-dire qu'au départ les gens disent mais non, mais c'est rien, c'est une grippette, ça n'existe pas du tout. Après il y a une forme de marchandage, non mais si vous êtes en bonne santé, si vous faites attention, ça n'arrivera pas. Et puis après on a vraiment enquillé toutes les étapes du deuil, mais alors du coup on a fait le deuil de quoi avec cette pandémie ? Parce que au niveau de, ça a participé au fait que les gens ont été chercher des vérités, des mensonges faciles. Le fait le renoncement qui allait avec. Peut-être que finalement la propagation du mal, c'est le refus de renoncer. Alors attends, dans l'ordre, à quoi on a renoncé? Non, c'est vrai. On a renoncé à notre toute-puissance. Alors les gens, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a renoncé à notre liberté, mais non. On a renoncé à notre toute-puissance.
On n'a pas renoncé à notre toute-puissance, puisque regarde, on disait le monde d'après, ça va tout changer. On a eu peur. Que ça n'a rien changé, monsieur, j'ai l'impression. On a eu peur. Et ensuite, on a avalé un discours qui était un discours qui disait « c'est fini, on n'a plus à s'en occuper, le gouvernement a réglé le problème ». Je le redis, 2020, c'est l'année de la peur, 2021, c'est l'année du vaccin, 2022, c'est l'année où Emmanuel Macron, ayant élection en mai-juin, en janvier 2022, on vous dit « c'est bon maintenant, il y a un nouveau variant qui s'appelle Omicron, il est mild, il est léger ». On va tous l'attraper une fois, on aura la goutte au nez 3 jours et on pourra passer à autre chose. C'est fini, il n'y a plus besoin de masque, la France a une culture du masque, on est truc. La réalité, c'est qu'Omicron donne des réinfections, donc il y a eu 30 millions d'infections en France par le Covid l'année dernière, avec entre 5 et 10% de Covid long. 30 millions, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont eu une fois, il y a des gens qui l'ont eu 2 ou 3 fois dans l'année, d'autres 0 fois. Ça donne des problèmes, que ça continue maintenant. On n'est pas sorti du Covid, on est toujours dedans. Les gens disent, après la pandémie, on n'est pas dans le monde d'après, on est dans le monde de pendant, mais on va faire comme si elle n'était pas là. Donc, qu'est-ce qu'on a perdu ? Plein de choses. Et entre autres, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a perdu... je pensais bêtement que ça serait une occasion d'être ensemble. Dans l'excellent Tenir la ligne, aux éditions d'Olivier, Christian Lehmann cite Camus. Et Camus dit dans La Peste... Oh, mais tout le monde cite Camus. Non, oui, mais il commence pas à nous faire chier un peu, Camus, au final. Non. Pardon. À mon avis, là où tu es... Moi, j'ai déjà suffisamment de problèmes avec ça. Voilà, Camus, très bien. Non, Camus dit, si vous voulez... Non, Camus dit, si vous voulez mettre les gens ensemble, envoyez-leur la peste. Et moi, je pensais ça. Je pensais, putain, mais... c'est la peste. En gros, excusez-moi, je suis con. On va se serrer les coudes. Excuse-moi, tu viens de défendre Camus en citant une énorme connerie de Camus, en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Il n'a pas besoin d'avocat. On va se serrer les coudes, ça va passer. Mais en fait, non. Ben non. Non. On a été... la surprise est totale. Pas pour tout le monde. C'est toujours la même chose. C'est comme dans une guerre, etc. Il y a des gens qui se sont super bien comportés. Mais la majorité des gens se sont super bien comportés, hein. Les gens, ce qu'on appelle les gens, mais attends, ceux qu'on n'entend pas parce qu'ils font dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire, on doit mettre un masque, un masque. Oui, et mais le problème, on a essayé de faire au mieux, quoi. Non mais attends, moi j'ai jamais tapé sur les gens en disant ils veulent pas. Toi t'aimes les gens? Bah oui, malheureusement. Est-ce que tu dirais que t'es humaniste? Je réponds pas aux questions de Guillaume Meurice. C'est pour ça que je suis humaniste. Je sais où il veut m'attirer. Dans l'ombre. Des petits pièges. Je l'attire avec des petits bouts de pain. Non, il y a une part de moi pensait que ça amènerait les gens ensemble. Et je dois dire que dans ma pratique de médecin, je me souviens des premiers jours. C'était confiné, vous étiez bloqués chez vous, on était les seuls sur la route, il y avait vraiment, c'était super, on était tranquille, les gendarmes nous faisaient comme ça en passant. Et quand j'arrivais au cabinet, il y avait des gens qui venaient et qui m'amenaient de la bouffe, des masques de peinture qu'ils avaient, trucs, etc. Et je me disais, putain, je me souviens... Je marchais dans la rue pour aller à ma bagnole, il y a un type dans une trattoria, qui m'a apporté des lasagnes et tout. Je me suis dit, putain, les gens de mon quartier, alors que je les soigne pas eux, les gens de mon quartier m'aident plus que mon gouvernement qui est là en train de me dire, les masques sont en train d'arriver. Ils sont arrivés, ils sont presque là, ils sont descendus de l'avion, on les a vus passer. Ils étaient aux 15h, ils étaient interrogés par Roussel Krief. Et moi j'étais là, mais ils sont où les putains de masques? Mais alors, excuse-moi, mais il y a beaucoup de tu viens de dire l'inverse de ce que tu veux dire. Comme je suis parano. Il y a eu beaucoup de solidarité. Non mais attends, il y a eu énormément de solidarité. Oui. Les gens se sont aidés. Oui. Mais ça fait pas la une de Libé, des gens qui cèdent. Non. Regardez, quelqu'un qui donne une boîte de cassoulet à quelqu'un. On va pas l'acheter ton putain de journal. Alors que Didier Raoult comme ça, avec ses bagues de merde, on va l'acheter. Je vais donc... Camus disait... Non, je sais pas, j'ai rien après. Je vais donc reprendre. Il y a eu énormément de solidarité et les gens se sont bien comportés. Mais la solidarité et le bon comportement des gens, c'est pas la pratique la plus communément admise chez les gens de pouvoir. Les gens de pouvoir étaient là pour protéger leur pouvoir. Exactement. Et étaient là pour protéger les merdes qu'ils avaient fait. Car vous n'avez jamais entendu Emmanuel Macron reconnaître qu'aller adouber
Didier Raoult en avril, alors que tous les médecins autour de lui, un peu cohérents. Est-ce que tu as déjà entendu Emmanuel Macron dire qu'il s'est trompé? Jamais. Non, même quand il citait Camus. Jamais. Voilà. Donc, et je reviens dessus. Tu dis, il n'y a pas les maîtres du monde avec le méchant. Non, mais il y a juste des cons. Je veux dire, non, Bernard Arnault lui dit, tu devrais aller voir Didier Raoult. Il va voir Didier Raoult. Et ensuite, ça sort dans les journaux, mais personne ne se dit, voilà, ce type... Pourquoi tu attends de ces gens-là qu'ils soient vertueux? C'est justement... Je n'attends pas qu'ils soient vertueux, j'attends que la foule... Ils sont à ces postes-là. Non, mais tu raisonnes à l'inverse, c'est justement parce qu'ils ont sans foi ni loi qu'ils sont à ces postes-là. Les gens comme nous, très vertueux, la Ligue de la vertu de Jacques Arnaud, on n'est pas au pouvoir. Ouais. Parce qu'on ne fera pas suffisamment de compromis pour arriver à ces postes-là. Donc structurellement, ceux qui restent en haut de cette structure hiérarchique, c'est les gens qui ont fait le plus de compromis, donc c'est les gens les plus sans foi ni loi. Donc après, tu ne peux pas t'étonner dans cette structure-là de dire oh, dis donc, ils sont quand même pas trop sympas, le gouvernement. Bah ouais, s'ils étaient sympas, ils ne seraient pas au gouvernement. Oui, mais le problème, c'est que les gens qui ont compris qu'au gouvernement, ils ne sont pas trop sympas, croient que si toi, tu essayes de les protéger du coronavirus, t'es macroniste, et se rangent derrière Didier Raoult, qui est une autre figure de la surpuissance. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est la polarisation. Ça, on peut en parler, la polarisation. Ouais. Ça, c'est intéressant, parce qu'on a... surtout, on le voit en ce moment. Parce qu'avant, c'était pas intéressant. Si non, je veux dire, on ouvre une autre porte dans la discussion. Voilà. Que je trouve intéressante. On le voit en plus aujourd'hui avec Israël-Palestine. C'est-à-dire, quoi que tu dises, tu vas être... bois un coup, bois un coup. C'est là, on va monter d'un cran. Non, mais c'est-à-dire que quoi que tu dises, ça va être interprété comme t'es contre tel camp ou tel camp. Et à l'époque, bon, si on veut reprendre le Covid, si tu disais peut-être le confinement, si les scientifiques disent que c'est bien, c'est pas parce qu'Emmanuel Macron a dit que c'était bien que dire que les scientifiques ont raison, c'est être pour Macron. Donc là, la polarisation, elle se fait vachement là aussi. Et ce qui fout dans la merde là, Jean-Luc Mélenchon et toutes ces conneries, c'est qu'il est tellement anti-Macron et tellement anti-américain que sa grille de lecture, c'est que ça. Donc quand tu as une seule grille de lecture, tu es forcément baisé. Parce que c'est pas du tout une grille, la description d'une réalité, du réel, c'est plein de grilles de lecture qui se superposent. Donc plus tu en as, plus tu comprends la complexité du monde. Mais si tu en as une, je sais plus, il y a une phrase comme ça, mais je sais pas si elle est de Camus ou pas. Non, mais c'est si tous les problèmes du monde ressemblent à des clous, je sais plus. Vous cherchez sur Google. Je suis nul en citation. Guillaume Meurice est sponsorisé par ChatGPT. Non, si tous les problèmes du monde ressemblent à des clous... Voilà. Si t'as un marteau, tous les problèmes du monde ressemblent à des clous. Waouh, ok. Qui a dit ça? J'espère que c'est pas Margaret Thatcher, sinon on est dans la merde. Tu sais qui a dit ça? Eh ben, on va dire que c'est Oscar Wilde, comme la moitié des citations. Mais c'est ça, en fait, le principe. En gros, ça veut dire que si tu as une grille de lecture, tu vas avoir que avec celle-là. Donc la polarisation, ça explique évidemment la propagation du mal, puisque c'est le thème de cette excellente conférence. Mais donc du coup, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un camp qui a raison et qu'il y a un camp qui a tort. Il n'y a jamais un camp qui a raison et il n'y a jamais un camp qui a tort. Ouais. Et surtout, l'idée, c'est, alors sans faire de mauvais jeu de mots, donc ça va en être un, ne jamais se laisser enfermer dans un camp. Dès que tu... Ouais, j'avais prévenu. Ça a tenu tellement longtemps. Excusez-moi. Attendez, je vais... Bizarrement, on n'a plus de temps. On a tenu 3 quarts d'heure. Bravo. Non, mais c'est vrai, vraiment, c'est vraiment l'enjeu du moment, c'est ça, quoi. Garder cette liberté de ton. Là, je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais ouais. Mais alors, refuser la polarisation, voilà. Refuser la polarisation, ok. Mais alors du coup, en fait, moi j'ai l'impression que c'est plus facile de propager une idée, notamment une idée de mal, entre guillemets, à cause de la volonté qu'on a de chercher une responsabilité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, juste dans le désir de trouver un responsable, un coupable, un bouc émissaire, quelque chose, là, un outil finalement de la propagation du mal? C'est comme les Furby, c'est endormi, je crois. Faut lui tirer les oreilles. Non, juste 20 secondes, mais il y a le cerveau déteste l'incertitude. Donc, il lui faut des réponses, quoi. Il peut pas rester... c'est difficile pour un cerveau de rester dans une situation de on verra, surtout quand
bah, tu as des problématiques comme le Covid qui peuvent t'atteindre dès que tu vas faire tes courses au Lidl, quoi. Donc il te faut des réponses rapides. C'est pour ça qu'un Raoult qui arrive et qui dit vous inquiétez pas, ça te libère tellement de bonheur en toi que tu as envie de les suivre. Bah, c'est le principe des religions, c'est le principe des croyances, c'est le principe même de l'astrologie. Quand tu lis ton horoscope, tu lis ton horoscope parce que tu t'inquiètes pour ta journée, et si vous êtes Verseau, vous allez passer une bonne journée, tu es content. Enfin voilà, c'est exactement le même principe. Ouais. Pardon, je te laisse prendre non, je suis en train de réfléchir. Non, mais tu parles de la responsabilité. Je reviens sur le problème du Covid et du virus, c'est que là aussi, tu as eu la même chose, c'est la faute des Chinois. Tu as Montagnier qui dit ils ont découpé avec leurs petites mains le virus du VIH. Tu essayes de trouver un grand méchant, mais c'est pas un grand méchant, c'est totalement en dehors de... Tu vois, il faut que ça soit Bill Gates, en fait, c'est un truc pour nous vacciner, etc. En fait, tu dois avoir tu dois effectivement trouver un responsable, parce que sinon, c'est juste terrifiant, parce que c'est incompréhensible, un virus. C'est même pas une cellule, c'est un truc qui rentre en toi et qui se multiplie. Donc effectivement, chercher une responsabilité, ça n'a fait que permettre des lectures complotistes de ce qui se passait, qui était un truc hyper vaste dans lequel il y avait de la virologie, il y avait le problème des hôpitaux et du système de santé qui était effondré, il y a un problème sociétal qui fait que les petites gens, ceux qui prennent le bus alors qu'il fait nuit pour aller nettoyer les trucs, c'était eux qui étaient les plus touchés. Enfin voilà, tout ça, ça a joué. Tout ce qu'on n'avait pas réglé dans la société et qu'on avait mis de côté en disant c'est pas grave, la société fonctionne donc on n'a pas besoin de s'en occuper. On a un tel qui a un poste de responsabilité élevé dans une agence sanitaire et qui est un connard complet. Oh, c'est pas grave, on va attendre qu'il aille au bout de son truc, il parte en retraite. Sauf que tu te retrouves avec une vraie urgence et tous ces trucs-là te pètent à la gueule en même temps. C'est comme quand il y a eu le sida, on n'a pas traité l'homophobie, le sida arrive, l'homophobie devient criminelle. Elle ne devient pas juste une saloperie d'idées, mais ça devient criminel, ça tue des gens. Et en vrai, c'est les Chinois ou pas ? J'ai pas lu le tome 2. Hein. Alors, je suis désolée, mais il est 17h06, donc on va passer la parole au public si le public a des choses à dire par rapport à la propagation du mal. Et je pense que le public a des choses à dire par rapport à la propagation du mal. Le public a toujours des choses à dire. Absolument. Bonjour, merci pour cette table ronde. Où êtes-vous ? Moi, je voulais revenir sur... Ah, t'es là. Ici. Ah, pardon. Sur quelque chose qui a été dit un peu plus tôt sur l'organisation, notamment avec des personnes qui enchaînent 4-5 boulots dans leur journée, etc. Est-ce que l'éducation populaire, ça vous parle dans cette organisation ? Et quelle place est-ce que quelle place est-ce que cette éducation populaire devrait prendre dans notre société pour justement pouvoir s'organiser et déconstruire cette propagation du mal potentiellement qui pourrait arriver ? Merci. C'est bien parce qu'on a l'impression qu'on se présente à la présidentielle. Eh bien écoutez, vous faites bien de parler de ça, parce que dans mon programme... Non, évidemment, moi, évidemment, c'est des choses qui me passionnent, mais tu l'as dit dans ta question, pour ça, il faut avoir du temps. Alors, ça suffit pas d'ailleurs, hein, il faut avoir du temps et un contexte sociologique qui fait que tu es amené à t'intéresser à quelque chose. Il suffit pas juste d'avoir du temps. Les gens vont pas vers l'éducation populaire comme ça. Il faut que ça soit aussi un peu attractif. Évidemment, il y a plusieurs paramètres, mais pour moi, le premier, c'est le temps. Pour moi, si tu libères du temps aux gens, tu libères de la pression. Si tu permets à des gens de moins subir, ils vont s'intéresser à des choses. Enfin, la science, c'est quand même un univers passionnant. C'est méga spectaculaire. Il y a des choses fantastiques. La contemplation, des choses à comprendre. Et c'est très satisfaisant. Tu te fais du bien en comprenant des trucs. Bon, là, évidemment, je parle à des convaincus. Mais même la phrase qu'on entend souvent, moi je ne suis pas scientifique, mais les scientifiques entendent souvent oh ben moi j'y connais rien, oh ben moi non, j'ai pas les épaules pour piger tous les trucs. Moi je fais une conférence avec Éric Lagadec où il explique l'astrophysique. Le mot astrophysique, déjà, il fait peur, tu vois, il fait saigner du nez. Et quand il explique bien le système solaire, etc., que tu as juste à lever le pif et tu vois les étoiles et tu peux un peu comprendre la complexité du monde. Enfin, tout le monde est passionné par ça. Tous les êtres humains de la planète sont passionnés par ça. Donc je vois pas de frein à ça. Et à mon avis, la seule façon de faire, dans un premier temps, c'est de laisser du temps aux gens. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Christian.
Et il y a déjà, juste le temps que tu passes le micro, la France est un formidable pays dans lequel il y a énormément d'associations bénévoles. Enfin, moi, à un moment donné, je militais pour une grève des bénévoles. Je me dis, si tous les gens qui bossent gratuitement dans ce pays arrêtent, je pense que ça pète en 15 jours, quoi. En 15 jours, tu as des zombies dans les rues, tu as des gens qui viennent... Non, mais c'est vrai. Et c'est... Tu vois, c'est pas normal, quoi. Et donc, on a quand même une structure, on a un maillage assez incroyable de milieux associatifs de plein de trucs. Hein. Ça peut être le club de pétanque du coin, mais qui crée du lien social, qui fait que les gens, ils restent pas devant leur télé à regarder de la merde, ils se côtoient. Bon, ils disent de la merde, mais en jouant à la pétanque. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ou même, si on parle de la science, t'as des clubs de passionnés de je sais pas quel insecte partout. Maintenant, avec Internet, tu peux retrouver les gens facilement. Enfin, moi, c'est pour ça que je reste assez optimiste quant à la nature humaine, quoi, parce que il y a des gens les gens s'organisent déjà, quoi. C'est pour ça qu'il faut arrêter de penser que tout peut venir d'en haut. On est déjà en train de s'organiser. La pandémie, tu en as parlé tout à l'heure. Le lendemain, on se balançait des boîtes de conserve. Il y en a un qui allait faire les courses pour la grand-mère du... Enfin, ça se passe comme ça, quoi. On est une espèce sociale, donc pas de raison que ça se passe autrement. Pardon. Alors. Oh là, alors il fait peur, parce que là, tu vas partir, tu vas nous engueuler. Bah oui, moi j'ai entendu qu'il fallait apporter un peu de désaccord à cette conversation, donc je suis là pour ça. Alors, Monsieur Meurice... sur ma gueule, j'en étais sûr. Absolument. Dis-moi. Tu parlais donc d'éducation comme remède, on va dire, à la propagation du mal. Bon, je commence par dire que comme tout un chacun, moi aussi je trouve ça merveilleux l'éducation. Hein. Cependant, à part quelques réacs pour nous dire que maintenant les gamins savent plus parler français ou faire des additions, je pense qu'on peut se mettre globalement d'accord sur le fait que le niveau d'éducation globale n'a jamais été aussi élevé. De plus en plus de gens font des études supérieures et des études de plus en plus longues par ailleurs. Pour autant, le niveau le nombre de gens croyant aux théories du complot, on va dire, c'est-à-dire au sens large, donc faisant davantage confiance à des youtubeurs workout ou beauté qu'à des gens qui ont bossé 20 ans sur un sujet, n'a jamais été aussi élevé également. Donc la corrélation... Je ne suis pas sûr de ça. Hein. Je ne sais pas s'il y a des études... En tout cas, on a vu que pré-Covid et post-Covid, il y a eu un énorme accroissement de gens croyant aux théories du complot, et pas seulement pour ce qui est des vaccins, des masques, etc. Je sais pas, on parlait... hier, justement, la conférence Maître Gims et Pyramide... Ils ont plus la parole, mais en tout cas, dans les sondages INSEE, on voit qu'il y a plus de gens qui y croient. Alors, le fait qu'ils aient plus la parole doit certainement aider à attirer des gens dans leur sillage, assurément. Mais il y a quand même un problème, du coup, on pourrait se dire que faire des études, ça aide au développement du sens critique. Mais peut-être qu'il y a justement un problème de comment on enseigne le sens critique et finalement, quand on l'enseigne pas du tout, on n'en a pas. Donc on croit ce qu'on nous dit, on croit les experts. Mais quand on en prend un peu ou mal, on se dit que, on applique notre sens critique, mais mal. Ce qui amène à douter, en effet, donc à ne pas tout prendre au mot, ce qui est a priori une bonne chose, sauf quand ça nous entraîne à ne pas faire confiance aux autorités scientifiques, mais aux youtubeurs, oui. Et pour moi, il y a plutôt un problème de démocratie derrière ça. C'est-à-dire que quand ces institutions auxquelles on est censé faire confiance nous mentent, parce que c'est intéressant quand on va regarder les arguments des gens, souvent, pas toujours, mais quand on entend par exemple « oui, mais les sociétés pharmaceutiques », c'est trop long, c'est vrai. Ma question c'est ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème de démocratie plutôt que d'éducation lié au mensonge des autorités, du gouvernement qui nous dit il y a des masques, mais en fait non Moi je suis d'accord avec toi, après je me méfie pas mal des mots, parce que démocratie c'est un mot valise, tu peux mettre ce que tu veux dedans, c'est comme les mots république, les valeurs républicaines, tu dis ok mais qu'est-ce que tu mets là-dedans, c'est des mots valises un peu, mais sinon dans l'ensemble je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que j'ai dit... ça suffira pas, l'esprit critique ne suffira pas. Et en plus, pour enseigner l'esprit critique, il faut avoir les moyens. Là, l'école, elle manque d'abord de moyens. Donc ouais, je suis globalement d'accord avec toi. J'aurais bien aimé ne pas être d'accord, mais je vois pas en quoi on n'est pas d'accord.
Si je peux ajouter quelque chose en tant qu'ancien fonctionnaire de l'éducation nationale, je trouve aussi qu'il y a eu une mutation au niveau de... Pardon. J'étais là, mais qui parle enfin? C'est moi. S'il y a des ventriloques, ça fout la merde. Hein. Ah bah d'accord. En tant qu'ancien fonctionnaire de l'éducation nationale, moi j'ai trouvé qu'il y avait eu une mutation finalement. Alors elle n'est pas récente et elle s'est pas faite en 2 jours, mais dans le but de l'éducation, dans le but de l'école, on est passé de c'est pour acquérir un savoir, c'est pour apprendre, c'est pour développer mon esprit, c'est pour acquérir des connaissances, à c'est pour trouver du travail. Et en fait cette mutation elle a été très violente. Mais si on parle de ça, on va en revenir au capitalisme et ça va énerver Christian. Donc je préfère prendre une autre question. On a le temps ? Une minute. Juste, alors une question très rapide. Est-ce qu'on n'a pas besoin des méchants? Est-ce qu'on n'a pas besoin des méchants? Super question. Ne serait-ce que ça avec nous, un enfant dans les bras, on a peur de ce que tu vas faire. On a l'impression de dire, regarde-moi, regardez ce que je fais de cet enfant. Et là, c'est horrible. Pose cet enfant délicatement sur le sol. Donc, est-ce qu'on n'a pas besoin des méchants pour nous, déjà, pour se dire, bon, bah voilà, on fait partie des gentils. Et puis aussi parce que dans les jeux vidéo, dans Wolfenstein, par exemple, c'est toujours plus plaisant de tuer des nazis, hein, enfin, au niveau informatique. Et voilà, le mot est prononcé. Mais sinon, il n'y aurait pas de jeu, en fait, quelque part. Il n'y aurait pas de fiction, il n'y aurait pas d'histoire. Enfin, on a besoin du mal, on a besoin des méchants. Que serait Christian Lehmann sans Didier Raoult, hein? C'est la question que tu poses. Par exemple. Et du coup, on va lui poser. C'est toi? Quand j'ai écrit des romans pour les adolescents et quand j'étais en classe, les gens me disaient ouais quand même, mais Andreas, ton personnage principal, mais comment il peut dire des choses aussi racistes? Comment il peut être aussi mauvais? Comment il peut être aussi méchant? Je leur ai dit, écoutez, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait 3 petits cochons, Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf. Ils avaient fait leur petite maison, ils vivaient au bord de la forêt et ils dansaient tranquillement avec leur musique et c'est la fin de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas de méchants, s'il n'y a pas de loup. Donc oui, on a besoin des méchants pour la fiction, pour ce que ça nous donne. Mais franchement, il y a certains méchants dont dans la réalité de tous les jours, je me passerais volontiers. Voilà. Sans avoir à les nommer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette table ronde avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup. Attends, il faut que je dise un dernier truc. On m'a signalé que les gobelets qui sont normalement consignés, c'est-à-dire si vous les rendez, on vous rend, je sais pas, 1 euro ou je ne sais plus. Si vous les rendez pas, les 1 euro vont à La Cloche. Et c'est une association qui aide les sans-abri notamment et les réfugiés plutôt. Et SOS Méditerranée. Donc, si vous les gardez chez vous, non seulement ça vous fait un verre chez vous, mais en plus vous faites chier Eric Ciotti. Le message est passé. Merci beaucoup.